Alors les entreprises ont tout de suite vu les intérêts qu'il y avait à intégrer de l'IA générative. Par contre, on s'est quand même beaucoup posé de questions sur les impacts effectifs. Et donc, on est passé plutôt par des phases d'acculturation, de compréhension un peu du mode de fonctionnement de ces nouveaux outils. Il y a eu énormément de buzz, hein. Le bruit médiatique autour de l'IA générative a atteint des sommets très importants, qui vont même jusqu'au niveau d'une actualité internationale, par exemple. Et donc, beaucoup d'entreprises ont d'abord regardé un petit peu comment les choses se passaient, petit à petit ont mis en place, dans un premier temps, plutôt des plans de formation et d'acculturation au sujet. Et en parallèle, on commençait à regarder quels étaient les cas d'usage qu'ils pouvaient mettre en place. Je dirais qu'après une phase un petit peu d'ébullition très intense, on est revenu sur quelque chose de plus cadré, de plus logique dans l'exploitation de ces technologies, avec des définitions et des recherches de cas d'usage pour déterminer là où c'est le plus utile, des tests, beaucoup d'expérimentation, des pilotes, et puis en parallèle, et je pense que ça c'est un point intéressant que j'ai constaté depuis quelques temps, l'idée que l'IA générative c'est une transformation importante et qu'il faut accompagner les collaborateurs dans la prise en main, dans l'usage de l'IA générative, parce que à l'évidence, ça va s'installer dans le paysage technologique des entreprises et un peu comme on a appris à se servir des smartphones et avant d'Internet, on va devoir apprendre à se servir de l'IA générative en entreprise. Alors le sujet des risques est un sujet relativement important effectivement pour les entreprises. Il y a différents types de risques qui sont considérés. Il y a des risques qui sont liés autour de si je mets mes informations dans ChatGPT, où est-ce qu'elles vont finir? Et donc, on a eu une vague avec plutôt des restrictions d'usage qui ont pu être implantées dans les entreprises. Mais on voit apparaître en réaction un petit peu, et parce qu'il ne faut pas rester sur le bord de la route, la mise en place de GPT privés au sein des entreprises. Donc, un certain nombre d'entreprises l'ont fait. L'État français aussi, avec un modèle qui s'appelle Albert, a mis en place ce type de modèle pour pouvoir sécuriser en fait les informations qui sont soumises au modèle et qui sont utilisées par l'IA générative. Donc ça, c'est des sujets qui ont été, je pense, traités et qui sont relativement bien maîtrisés maintenant. Il y a le sujet derrière lié à la propriété intellectuelle et celui-ci, il est plus touffu, plus compliqué, il apparaît à plusieurs niveaux. Il y a la propriété intellectuelle des textes, des images qui ont été utilisées pour entraîner les modèles. Et effectivement, on peut dire que les acteurs principaux de la tech ont été assez à la hussarde sur le sujet, c'est-à-dire ont utilisé beaucoup de contenus qui étaient protégés sans forcément demander des autorisations aux détenteurs des droits de ces contenus-là. Et donc, ça crée toute une série d'inconforts, on va dire, sur est-ce que si j'utilise cet outil d'IAGène, je m'expose à réutiliser du matériel qui est protégé et donc avoir des demandes à mon encontre. Il y a d'autres questions autour de est-ce que si j'utilise cet outil, je suis sûr qu'il n'y a aucune licence et que je vais pouvoir utiliser le contenu de façon complètement libre. C'est des sujets qu'on retrouve beaucoup chez des clients qui sont très attachés à l'identité de leur contenu, à la marque, etc., parce qu'ils n'ont pas envie effectivement de se retrouver dans des imbroglios juridiques autour de est-ce que j'ai bien le droit d'utiliser le contenu qui a été créé par cette IA. Sur l'industrie du luxe, il y a beaucoup de paradoxes à l'utilisation de l'IA générative. C'est une industrie qui attache beaucoup d'importance à la relation humaine. Et effectivement, remplacer un assistant, une personne qui fait la relation commerciale par un automate, est-ce que c'est pas dénaturer fondamentalement la nature même de l'excellence et de l'unicité de la relation que l'on peut avoir sur le luxe? Alors, on sait que historiquement, c'est des industries qui ont fait des expériences avec les chatbots et qui les ont débranchés, par exemple, dans certains cas, parce que c'était pas assez convaincant, parce que c'était pas assez satisfaisant. Pourtant, avec l'arrivée de l'IA générative et le renouveau de la technologie qu'elle apporte au chatbot, des entreprises du luxe reconsidèrent un petit peu quand même cette capacité intéressante de l'IA générative, avec une réflexion autour de comment je peux intercaler cette technologie dans ma relation humaine entre un client et un conseiller, en bénéficiant quand même de l'IA générative, donc jusqu'où elle peut m'accompagner, comment elle peut m'accompagner, et à quel moment il va falloir que je réintroduise aussi l'humain dans cette relation. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment chauds en ce moment, de ce que l'on peut, nous, constater des demandes de marques du luxe, et la solution n'a pas forcément encore été trouvée, mais
très clairement, c'est un sujet qui est investigué en ce moment. Donc, tout ce qui va être utilisation de l'IA générative dans l'assistance à la relation commerciale, pour aider un client à trouver un produit, pour aider un client à comprendre comment utiliser un produit. Donc, ces sujets-là sont vraiment au cœur de l'actualité. L'autre gros axe, bien évidemment, qu'on avait tous envisagé, c'est l'utilisation de l'IA générative dans ce qu'on appelle sa créativité, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut m'aider à concevoir des nouveaux produits, etc. Là, de nouveau, on va avoir une approche beaucoup plus médiane du sujet. Oui, l'IA générative peut aider à aller plus vite sur certaines phases de conception en proposant des pistes créatives, en aidant peut-être aussi à avancer sur le prototypage des produits. Mais clairement, on ne part pas véritablement vers une automatisation complète des processus de création, bien sûr. Les concepteurs resteront vraiment au cœur du dispositif. Alors, l'IA générative a vraiment impacté tous les métiers, ou tout au moins, on s'est posé la question de comment on pouvait l'utiliser dans beaucoup de métiers. Et donc, Equanti a eu l'opportunité de travailler avec différentes directions, peut-être certaines d'ailleurs avec lesquelles on avait historiquement assez peu de relations. J'entends par là des directions juridiques, des directions des ressources humaines, qui se sont tout de suite intéressées aux usages de l'IA générative dans le cadre de ce type de métier. Et donc, on a pu travailler sur des applications très diverses, comme par exemple la génération de contrats. Ça peut sembler éventuellement un petit peu étrange, mais effectivement, la capacité à générer des contenus de ces intelligences artificielles permettent de les utiliser pour aider à un juriste à construire plus rapidement un contrat. J'entends éventuellement un contrat qui nécessite d'être adapté. Bien sûr, si ce sont des clauses standards, il n'y a aucun intérêt. Et donc, on a pu travailler sur un sujet aussi divers que celui-là. On a travaillé aussi sur d'autres domaines, comme par exemple comment on peut aider des équipes à répondre à des appels d'offres relativement complexes et structurés. Et donc là, on utilise les capacités de l'IA générative à lire les documents de la consultation, de l'appel d'offres, aider à rédiger des éléments de réponse, des notes de synthèse, qui sont des éléments nécessaires à la réponse. Donc on voit vraiment des choses différentes, le juridique, des équipes commerciales structurées, et puis beaucoup de choses aussi, bien évidemment, dans un domaine évident comme le marketing, avec de la génération d'emails personnalisés. Donc on parle maintenant on parlait d'hyper-personnalisation, mais un terme qui est en train de s'imposer, c'est plutôt le terme de micro-personnalisation. Comment je peux, dans mes interactions avec les clients, utiliser la capacité de l'IA générative à générer des contenus personnalisés, en tenant compte de ce que je veux raconter à mon client, mais aussi de ce que je sais de lui. Et puis, un grand volet aussi d'application autour de ce qu'on appelle, nous, Generative Analytics, c'est-à-dire la capacité qu'a l'IA générative à partir d'informations sur l'activité de l'entreprise, ses tableaux de bord, ses chiffres de business, de générer des messages, ça peut prendre la forme de newsletter, ça peut être la forme de commentaires sur des tableaux de bord, qui visent à expliquer comment fonctionne l'entreprise, quelles sont ses performances, quels sont les facteurs qui expliquent les variations de tel ou tel chiffre d'activité. Et donc, beaucoup de choses autour de cette idée de comment je peux utiliser l'IA générative pour faciliter l'accès à des données d'entreprise, y compris éventuellement sous forme de chatbot où je vais poser mes questions. Quel est le chiffre d'affaires de mon entreprise la semaine dernière sur tel ou tel secteur d'activité, sur tel ou tel type de produit. Et le chatbot va comprendre ma question, aller chercher les données et me formuler une réponse concrète. Donc, c'est vraiment une époque de foisonnement où tout le monde essaye de voir un petit peu comment l'IA générative peut être utilisée sur plein de domaines, et on a eu la chance de travailler vraiment sur beaucoup de cas d'usage différents.